Bonjour à toutes et à tous. La RE 2020 est en place pour les logements depuis 1er janvier 2022 et va être étendue aux autres bâtiments à partir du 1er juillet cette année. Cette réglementation environnementale modifie profondément les règles de construction de bâtiments neufs. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille un partenaire qui travaille déjà dans cette optique, M. Jean-Lionel Amblard, directeur général des Synapse Construction, société d'ingénierie du bâtiment, tout corps d'État. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Loïc Langrand, responsable marketing clientèle, prescription et bureau d'études de chez Schneider Electric. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous allons y répondre en fin de session. Et avant de commencer, je vous propose une courte vidéo qui présente les axes d'action de la RE 2020. Nous avons vu dans la vidéo que le secteur du bâtiment représente 43% de la consommation d'énergie et 25% de production de gaz à effet de serre. Donc c'est une réglementation à fort enjeu pour le climat. Monsieur Amblard, comment cette réglementation impacte vos programmes immobiliers? Alors, la notion de programme immobilier pour un bureau d'études va plutôt s'orienter autour du bâtiment plutôt qu'en tant que programme immobilier. Donc sur l'approche bâtimentaire, la RE 2020 prend de manière beaucoup plus large, et ça a été évoqué dans la vidéo, va plus loin que la RT 2012, mais elle prend, au-delà d'aller plus loin, je crois qu'elle prend l'approche différemment. Elle a une vision beaucoup plus globale des enjeux environnementaux. D'ailleurs, on parle de réglementation environnementale quand on parlait jusqu'ici de réglementation thermique. Donc, le paradigme est déjà différent. Et on va avoir une approche nouvelle, par exemple, sur l'acoustique, qui était quasi inexistante finalement sur le sujet de la réglementation thermique 2012, et qui là est un sujet de la réglementation environnementale. On va avoir des approches de conception de bâtiments différentes, puisque d'autres facteurs vont être pris en compte. On l'a vu, ils ont été évoqués dans la vidéo. Et par conséquent, c'est toute la vision du bâtiment qui s'inscrit dans une durabilité beaucoup plus large que ce qu'évoquait la réglementation thermique. Et donc, la conception bâtiment, elle, est différente. J'ai pris l'exemple de l'acoustique, mais on pourrait développer, bien entendu, sur l'approche du confort d'été. Donc ça veut dire qu'un bâtiment on va proscrire les orientations à l'ouest, par exemple, parce que gérer la lumière, les apports de chaleur qui viennent de l'ouest sont beaucoup plus compliqués. Ce sont des petits points, je dirais, qui sont des détails qui, mis ensemble, vont orienter bien autrement la conception des bâtiments et donc la réalisation des programmes immobiliers au sens large. Très bien, donc les impacts sont importants sur les constructions. Et pour vous, pour une ingénierie pluridisciplinaire, quel est l'impact? Alors, l'impact pour une ingénierie pluridisciplinaire comme nous, alors
Elle va être bien entendu sur la manière dont nous travaillons, nous, Synapse Construction, mais je crois que plus largement, c'est une vision du travailler ensemble qui va se trouver, j'allais dire, chamboulée. La réglementation environnementale 2020 va imposer la prise en compte en amont de différentes problématiques à anticiper. Et on va être sur un travail en équipe nécessaire de manière bien plus précoce dans la vie du projet que ce que pouvait exiger la réglementation thermique 2012. Donc la RE 2020, pour nous, ça va être un travail de conception. Nos missions vont être différentes et surtout faites à des moments différents de la vie du projet. On va sans doute parler tout à l'heure de l'analyse de cycle de vie et donc du poids carbone. C'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, au-delà de l'enjeu pluridisciplinaire que nous pouvons porter, mais pour nos clients, c'est un intérêt que nous soyons pluridisciplinaires puisqu'on peut très tôt agréger la coordination multicompétences. Mais c'est pour le client, la RE 2020, l'obligation de se poser d'autres questions bien plus tôt dans la conception de son bâtiment et dans son programme de bâtiment. Est-ce que ça vous demande d'acquérir de nouvelles compétences ? Oui, et heureusement. Ça nous demande d'acquérir de nouvelles compétences puisque des missions n'existaient pas. On a vu tout à l'heure dans la petite vidéo, j'y reviens, qu'il y a 3 items importants dans cette réglementation environnementale. Et ce sont des calculs qui évoluent, des méthodes de calcul qui évoluent. Donc oui, aujourd'hui, chez Synapse, nous sommes en train de former pas loin de l'intégralité de notre effectif à ces nouveaux calculs, à cette nouvelle méthodologie, y compris sur des fonctions qui ne sont pas des productives au sens opérationnel du terme, mais qui sont plutôt des accompagnateurs, des coordinateurs, parce qu'il y a une nécessaire sensibilisation à cette réglementation environnementale et aux conséquences qu'elles ont sur le travail ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois le volet compétences, mais aussi sensibilisation aux enjeux, à l'impact. Alors, quand vous dites sensibilisation… Quand je dis sensibilisation, je veux dire il n'y a pas que l'impact sur le bâtiment, je vous le dis, c'est vraiment aussi la notion du travailler ensemble. Quand on va intervenir sur des éléments techniques du bâtiment, ils vont avoir des conséquences sur l'enjeu acoustique. Quand on va intervenir sur des éléments structurels du bâtiment, ils peuvent avoir des conséquences sur le confort des degrés d'été, par exemple. Le fameux confort d'été, ce qu'on appelle l'indice IDH. Ce sont toutes ces approches pluridisciplinaires que nous devons nous porter et apporter à nos clients et par la compétence et les connaissances de nos collaborateurs. Et donc c'est dans ce sens-là où oui, c'est pour ça que je parle de sensibilisation, parce que je ne vais pas demander à quelqu'un qui ne fait pas les calculs thermiques de se mettre à les faire demain sous prétexte d'une réglementation environnementale. Par contre, au regard de l'enjeu global de cette réglementation environnementale, au regard de l'enjeu économique qu'il peut y avoir aussi pour nos clients, nécessairement être sensibilisé et savoir de quoi on parle, c'est nécessaire, c'est quelque chose de nécessaire. C'est très clair, merci beaucoup. Du coup, je profite pour poser la question à Loïc. Comment un groupe comme Schneider Electric accompagne la filière sur cette nouvelle réglementation ? Alors tout d'abord, Schneider Electric, acteur industriel mondial dans la vente de solutions de gestion de l'énergie, a une responsabilité importante puisqu'il a le devoir d'accompagner l'ensemble de son écosystème sur cette réglementation
mais également plus largement sur le développement durable, et notamment en montrant son exemplarité. Et ça tombe bien parce que ça fait partie de l'ADN de Schneider Electric, puisque ça fait près de 25 ans que nous œuvrons dans des programmes d'entreprise extrêmement ambitieux. Et donc, nous accompagnons l'ensemble de notre écosystème sur l'ensemble de notre chaîne de valeur pour notamment accompagner nos fournisseurs dans leur stratégie de décarbonation. Et on envisage donc d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2025 avec compensation et d'ici à 2030 sans compensation. Donc toute cette stratégie d'entreprise, ça nous a permis donc d'être élus parmi les entreprises les 100 plus durables au monde, donc selon le baromètre Corporate Knights. Et également pour la deuxième année consécutive d'avoir la certification EcoVadis Platinum. Alors maintenant, cette stratégie, nous la déployons à la fois dans nos produits et également sur notre patrimoine immobilier. Donc nous avons un devoir d'exemplarité notamment sur cette partie-là. Et donc nous sommes présents à Intensity, qui est l'un des bâtiments les plus durables au monde. Et l'objectif était de montrer également à la filière construction qu'on est capable aujourd'hui, avec le travail de bureaux d'études comme Jean-Lionel, de réaliser des constructions qui peuvent aller au-delà des réglementations actuelles et à venir, notamment avec ce bâtiment qui fait 26 000 m² et qui atteint aujourd'hui 37 kWh par mètre carré par an, tout usage confondu. Alors maintenant, si on revient sur la thématique de la RE 2020, donc nous avons travaillé dès ce début d'année sur le déploiement d'un guide dédié à la réglementation environnementale 2020. Donc un guide d'ailleurs que vous pourrez obtenir à la fin de cette séance et qui permet donc de démystifier le texte. Donc ce texte, on l'a vu dans la vidéo, il a plusieurs objectifs. Alors le premier, de baisser les consommations en jouant sur la performance du bâtiment. Donc on a vu, on a plusieurs indicateurs, le CEP et le CEP-NR. Donc nous développons des solutions digitales qui permettent de piloter donc, les bâtiments et les logements. Donc sur les logements, nous avons notamment des solutions de logement connecté qui s'appellent Wiser, qui vous permet du coup de piloter le logement et d'optimiser les consommations. Et sur la partie bâtiment, donc des gestions techniques de bâtiments, donc avec la solution EcoStruxure Building Operation. Sur la partie B-Bio, là on est plutôt sur l'enveloppe du bâtiment, le passif qu'on appelle. Et donc là on va plutôt accompagner avec nos solutions l'optimisation sur l'éclairage et le chauffage, mais nous n'allons pas agir intrinsèquement sur cette partie-là. Maintenant la nouveauté, et Jean-Lionel en a parlé, c'est le carbone qui est pris en compte dans cette réglementation. Donc avec l'analyse du cycle de vie, donc avec la prise en compte du carbone à la fois à la construction avec lycée construction et à la fois sur la partie exploitation avec lycée bâtiment ou lycée énergie. Et donc dans ce cadre-là, Schneider Electric accompagne les ingénieries en généralisant l'ensemble des fiches PEP, les Profil Environmental Product, pour obtenir l'ensemble des informations sur le produit. Nous sommes allés également au-delà où nous avons développé un label sur nos produits qui s'appelle Green Premium et un label qui permet de valoriser l'éco-conception. Et également, Schneider Electric œuvre depuis des années sur la mise en condition opérationnelle de son matériel avec des services de maintenance et nous développons encore plus ce volet avec des produits certifiés économie circulaire. Donc nous avons développé un label Circular Certified et qui permet aujourd'hui d'intégrer sur les chantiers donc des produits labellisés permettant d'avoir le même niveau de garantie et également le même niveau de performance. Donc à Moirans, donc à quelques kilomètres d'ici, donc nous avons notamment développé depuis peu donc une nouvelle chaîne qui permet de rétrofitter les disjoncteurs forte puissance Master Pack et de permettre à nos clients d'avoir des produits certifiés économie circulaire. Voilà. Donc c'est vraiment inscrit dans notre ADN, à la Tout à fois fait. dans l'organisation interne, que dans tous les process de conception, fabrication, jusqu'au upcycling
maintenant. Tout à fait. Et pour répondre au dernier objectif de la RE 2020, donc on a parlé du confort des bâtiments, donc notamment avec la partie DH qui favorise du coup le passif et le pilotage des ouvrants pour éviter d'intégrer des solutions de refroidissement et donc plutôt de travailler le rafraîchissement avec, de manière naturelle ou en utilisant donc, les fameux ouvrants. Et là encore, donc, nos solutions permettent de piloter donc, les volets roulants en logement, de piloter des brises soleil orientables, des BSO, sur des bâtiments tertiaires ou même du logement. Et également sur ce bâtiment, donc avec notre système de gestion technique de bâtiment, de piloter la teinte des verres, donc qui est une solution qui a été développée avec Saint-Gobain, où on va jouer sur le teintage du verre pour justement travailler cette partie passive en été. Alors du coup, on a vu dans la vidéo, et puis Jean-Lionel en a beaucoup parlé, la nouvelle composante de cette réglementation environnementale, c'est l'intégration du carbone, et notamment en phase d'exploitation. Aujourd'hui, Jean-Lionel, comment envisages-tu d'accompagner tes clients sur ce volet carbone et sur l'accompagnement sur la phase exploitation de tes clients? Alors, c'est une large question. La notion de prise en compte du carbone, alors nous, quand on va accompagner nos clients, ça va être sur d'abord dès la conception. Au passage, cette mission dite d'analyse du cycle de vie, qui n'existait pas, doit être prise en compte et doit être intégrée aussi bien par la maîtrise d'ouvrage, en comprenant ce qui doit être fait, que par la maîtrise d'œuvre qui va la réaliser en phase conception. C'est à ce niveau-là du déclaratif, notamment pour aller jusqu'au permis de construire. Et puis ensuite, il y a un travail itératif pour compléter tout au long de la conception, s'assurer que nous restons dans les clous de cette analyse de cycle de vie. Ce cycle de vie, c'est une nouvelle mission qui doit être portée. Elle peut être portée par Synapse sur les missions que nous avons. Nous savons aussi la faire porter par nos co-traitants. Donc, pour recentrer sur la question comment est-ce qu'on va accompagner nos clients, sur l'approche mission, je viens d'y répondre. Après, il y a sur l'approche des matériaux. Il y a toute une réflexion à porter autour aujourd'hui des matériaux où un bureau d'études, quel qu'il soit, est prescripteur, mais il prescrit en fonction de choses qui sont soit sur le marché, soit d'innovation, et on peut porter et pousser le projet et le client. On va pouvoir accompagner un client d'abord si lui en a l'ambition. Ça, c'est un point essentiel. On pourra y revenir plus tard, peut-être sur les échanges que nous aurons, mais l'ambition du maître d'ouvrage, elle est nécessaire pour pouvoir accomplir une mission d'ingénierie et de surcroît si on veut un projet performant. Opérationnellement, ça va se traduire par de la prescription de matériaux, de la prescription de solutions qui sont plébiscitées par la RE 2020. Dans l'analyse du cycle de vie, on va aller chercher les matériaux biosourcés. Sur les systèmes de chauffage, notamment, on va aller chercher on a parlé des énergies renouvelables tout à l'heure, on l'a vu sur la petite vidéo. On va aller chercher des systèmes de pompe à chaleur. On a parlé d'acoustique également, donc même si on n'est pas directement sur l'analyse du cycle de vie, on va utiliser d'autres matériaux. Donc toute cette analyse-là dans l'émission va être une manière d'accompagner le client. Ça sur la partie conception. Sur la partie exploitation, c'est un petit peu différent. La partie exploitation d'un bâtiment, aujourd'hui, Synapse, on a fait pendant longtemps, on a accompagné nos clients sur les exploitations de bâtiments. C'est une mission que l'on ne fait plus aujourd'hui parce que les marchés évoluent et notamment la partie
la partie contractuelle, où on voit de plus en plus des marchés globaux de performance. Et dans ces marchés globaux de performance, il y a un exploitant qui intervient, lui, finalement, très tôt dans la conception, puisque c'est son rôle au sein du groupement d'anticiper la conception et de s'engager sur la conception, sur l'exploitation, pardon. Et donc, nous, notre mission va être plutôt de jouer cette interface avec cet exploitant demain pour le client. C'est essentiellement vrai en marché public, en effet, puisqu'on travaille aussi bien en marché public qu'en marché privé. Parfait, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions que j'ai reçues par le chat. Avec plaisir. Alors, la première question, c'est dès combien estimez-vous l'évolution de la prix des constructions avec la RE2020 ? Je suis venu sans ma boule de cristal, je suis navré. C'est à l'heure actuelle, au moment où on se parle, avec la conjoncture économique, c'est extrêmement complexe. Le sujet, il est plus tant lié à la RE2020 qu'à la pénurie de matériaux. Donc on voit que les prix aujourd'hui flambent, un peu comme le climat, les prix flambent non pas liés à la RE2020, mais par rapport à différentes conjonctures. Et donc, pour répondre précisément, j'en suis à ce stade pas capable, mais si quelqu'un l'est, je suis preneur de son témoignage. D'accord, merci beaucoup. Deuxième question, comment envisagez-vous l'accompagnement des exploitants de maîtrise d'ouvrage, privés ou publics ? Alors, l'accompagnement de l'exploitation, la question a dû arriver peut-être, j'avais peut-être tardé à parler du marché global de performance parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sujets d'exploitation passent par ces marchés-là. Si on parle de l'exploitation du bâtiment, et on l'évoque avec tous les systèmes que peut proposer Schneider, notamment dans le cadre de prescription et de mise en œuvre. Donc, la partie exploitation va être entre les mains des exploitants, pardon pour la palissade, et côté Synapse, nous on va être sur, et côté ingénierie même en règle générale, on peut être sur des assistances à l'exploitation pour vérifier que les engagements soient tenus. Mais ce n'est pas aujourd'hui un positionnement que prend Synapse. Nous sommes sur la conception et la réalisation essentiellement. En tout cas, pour compléter la question, et notamment pour répondre aux enjeux de lycée bâtiment, il y a effectivement Schneider Electric développe beaucoup de solutions de monitoring énergétique pour à la fois s'intégrer sur des installations existantes avec des compteurs en radio et également des solutions de monitoring énergétique. Et aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des systèmes sont prêts pour justement accompagner ce volet exploitation. Maintenant, on peut avoir quelques défaillances ou des problèmes de compétences ou de connaissances de la part des maîtrises d'ouvrage qui exploitent ces bâtiments ou éventuellement des FMR. Et nous, ce qu'on voit effectivement sur le marché, c'est effectivement un développement de l'approche conseil que peut avoir des bureaux d'études sur ce volet accompagnement de l'énergie, sur peut-être plutôt des petites structures qui n'ont pas forcément la capacité d'intégrer un energy manager dans leur structure. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on voit en tout cas sur le marché. Après, pour compléter également, c'est peut-être une question qui viendra, mais on n'a pas évoqué la notion de BIM. L'enjeu de la maîtrise d'une maquette numérique dans le cadre de l'exploitation du bâtiment, elle est centrale. Et la RE2020 est un excellent catalyseur du déploiement de la pratique de la maquette numérique. Donc là, vous parlez dans la phase de construction ou d'exploitation ? Pour le coup, côté maquette numérique, les deux. Les deux. L'enjeu de la maquette numérique, à mon sens, il n'est pas sur la conception, il n'est pas sur la mise en œuvre. On a su concevoir des choses très performantes et réaliser des bâtiments très performants sans maquette numérique. Néanmoins, c'est un nouvel outil qu'il faut savoir déployer et utiliser, et ce que nous faisons très régulièrement. Aujourd'hui, 2 projets sur 3
chez nous sont réalisés en BIM, sous environnement BIM, enfin, je ne vais pas m'attarder dessus, mais BIM, Open BIM. Et la difficulté que l'on a ensuite, c'est de passer cette maquette numérique au niveau de l'exploitation, alors que elle est faite pour ça, elle doit être là pour ça. L'enjeu de la maquette numérique, savoir comment vit un bâtiment à travers sa maquette numérique, c'est beaucoup plus ludique, pédagogique et efficace à mon sens que des dossiers d'ouvrages exécutés qui sont rangés dans un placard d'un directeur immobilier. L'enjeu de la maquette numérique, c'est de savoir de quoi il fait le bâtiment et comment il vit. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre à terme. Et je rejoins également les propos de Jean-Lionel. Ce qu'on a vu sur le marché, c'est que, et notamment par des études, aujourd'hui il y a 80%, plus de 80% des bureaux d'études qui sont équipés de ces solutions de logiciels BIM. Et globalement, aujourd'hui, les bénéfices vont plutôt aller sur la phase construction pour limiter les problématiques d'interaction des différents corps de métier, etc. Mais le gros enjeu effectivement de cette maquette numérique, ça va être bien évidemment l'exploitation pour que la conception et tout le travail, la matière grise qui a été fournie par justement les maîtres d'œuvre puisse être appliqué sur le volet exploitation, et notamment si on fait un retour en arrière avec la RT 2012, nombreux maîtres d'ouvrage sont déçus de la consommation de leurs bâtiments avec des seuils qui devaient atteindre entre 50 et 65 kWh par mètre carré par an, suivant la position géographique du bâtiment. Et globalement, l'enjeu dans les années à venir, ça va être vraiment que cette conception, tous les fruits de cette conception puissent être intégrés à la maquette en phase d'exploitation pour analyser les dérives et comprendre et agir pour que justement cette promesse en conception soit réalisée en exploitation, en éduquant également l'exploitant de ce bâtiment. Et là, on a vraiment l'outil qui va permettre de systématiser ce côté exploitation. On doit tendre vers ça. J'ai une petite anecdote d'un maître d'ouvrage un jour qui nous retient sur un projet. Première réunion, il nous dit on va le faire en BIM. Alors on lui explique, on lui demande quelles sont ses ambitions à travers cette maquette numérique. Et il me répond moi j'en sais rien, ce que je sais c'est que la commune d'à côté, ils ont fait leur médiathèque en BIM, ils ont construit pour 15% moins cher. Non, la maquette numérique n'est pas faite pour construire 15% moins cher. La maquette numérique, elle est faite pour avoir ensuite un outil qui permette d'exploiter un bâtiment. Après, on peut avoir des degrés de détail. Enfin, on ne fait pas une table ronde sur le BIM, mais les degrés, les niveaux de détail permettent plus ou moins d'aboutir à ce que l'on souhaite. Mais l'enjeu de la conception et de la construction d'un bâtiment par rapport à sa durée de vie globale est dérisoire. Donc, l'enjeu de la maquette numérique, il n'est pas sur les 12 ou 18 premiers mois de vie du projet. Il est pour les 30, 40 années qui suivent. Comme l'anecdote que tu as pu évoquer sur la RE2020 permet de travailler ensemble. Effectivement, la maquette BIM rejoint un peu cette philosophie où l'idée c'est de pouvoir travailler ensemble, à la fois donc, les différents corps de métier et après le maître d'ouvrage avec sa maîtrise d'œuvre ou ses assistants maîtrise d'ouvrage. On est complètement dans le ensemble. D'après vous, à qui appartient la mission d'évangélisation de maquette BIM pour l'usage en exploitation? Qui devrait prêcher la bonne parole, si j'utilise le mot évangélisation, pour que ça rentre dans l'usage habituel? Alors c'est une bonne question. J'ai envie de dire que de la même manière que la performance d'un projet, la performance environnementale d'un bâti dépend de l'ambition du maître d'ouvrage, la maquette numérique c'est un petit peu la même chose. Dans mon anecdote tout à l'heure, le maître d'ouvrage se trompait sur la destination de sa maquette. Par contre, ses services, non. Et on a travaillé finalement avec ces services, les services techniques,
sur une maquette numérique qui lui permette d'exploiter le bâtiment. Alors, est-ce que c'est dans la démarche de la maîtrise d'œuvre que la notion de maquette numérique s'est développée et surtout l'usage de cette maquette pour l'exploitation? Peut-être. Pour aller vraiment jusqu'au bout. Mais je crois que, et Loïc l'a évoqué, la maquette numérique impose, d'ailleurs on parle de BIM, mais on devrait parler d'environnement BIM. Et c'est un environnement de travail. Et donc la notion d'environnement de travail, par définition, c'est ensemble. Et cette maquette numérique, elle est au cœur du sujet de cet ensemble, de ce travailler ensemble. Et du coup, si vous voulez, sur cette évangélisation, je reprends votre terme, je pense que c'est un peu le rôle de chacun à son niveau au moment de sa mission, si tant est qu'il y ait un intérêt. Un promoteur immobilier qui fait des logements qu'il va vendre lot par lot, avec un système de chauffage individuel, que ce soit demain des pompes à chaleur individuelles ou aujourd'hui encore des chaudières gaz individuelles. La notion de maquette numérique et l'intérêt d'une maquette numérique pour l'exploitation, elle est inexistante. Parce que chacun, au niveau de son appartement, n'a pas grand-chose à faire d'une maquette qui aurait son appartement. Par contre, pour un bailleur social qui va, lui, faire exploiter et faire exploiter son bâtiment dans une globalité, et bien souvent avec une source de chaleur qui est commune, là, la notion de maquette numérique pour l'exploitation, elle a son sens. Donc, on veut bien évangéliser, c'est pas le sujet, on est forcément partie prenante, mais nous sommes une pierre à l'édifice en tant que concepteur qui va être relayée derrière par l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, potentiellement les entreprises aussi, quand elles vont intervenir sur le chantier, si elles sont équipées pour travailler sous environnement BIM, c'est sans doute un plus parce que derrière, on aura les éléments pour transmettre à l'exploitation. Donc c'est une chaîne dont chaque maillon est essentiel. Et pour compléter la réponse, donc, le gouvernement a travaillé notamment avec des plans, notamment le plan BIM 2022 pour généraliser les pratiques du BIM, mais cette évangélisation passera plutôt par le gain qu'apporte le BIM. Et j'aurais tendance à dire que c'est une affaire de tous. C'est-à-dire qu'à chacun de notre niveau, et comme tu as pu le dire, c'est effectivement les gains que va apporter et qu'apporte le BIM sur l'ensemble des acteurs doit être compris et perçu, et notamment le maître d'ouvrage est clé là-dedans. Hein. Et je pense que faut qu'ils prennent également conscience que le BIM va permettre aussi de valoriser son actif et que du coup il y a ce gain qui peut être important, et on l'a évoqué largement sur notamment la partie exploitation, qui va permettre de valoriser l'actif sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment. Et pour faire le lien avec la RE 2020, lorsque l'on travaille une maquette numérique, ce sont des objets. Et ces objets, on leur donne des caractéristiques, des performances. L'idéal, et c'est ce qui est en train d'arriver peu à peu, c'est que les objets soient renseignés de toutes les informations nécessaires, et notamment des fameux poids carbone, qui permettent d'être intégrés au plus tôt dans une conception, et donc d'avoir les éléments fiables au plus tôt. Alors là, ça vient une question, je pense, qui est en lien de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quels outils utilisent vos ingénieurs pour les calculs du poids carbone dans vos projets? Ce sont les outils, ce sont des logiciels. Je ne veux pas faire de pub ici, mais on utilise les logiciels classiques qui sont aujourd'hui en train d'être développés à partir des moteurs de calcul de la réglementation environnementale. Très bien. J'ai 3 questions qui sont peut-être un peu plus ouvertes. Est-ce que l'économie circulaire va se développer avec la RE 2020? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est la question pour vous deux. Vas-y. Alors, ce qu'on constate sur des demandes notamment de promoteurs immobiliers, c'est effectivement d'intégrer cette notion
d'économie circulaire dans les programmes, notamment avec certains programmes où on demande 30% de produits issus de l'économie circulaire. Donc c'est des éléments extrêmement ambitieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce volet économie circulaire va se développer, est en pleine mouvance. Et clairement, en Schneider Electric, on s'attache beaucoup à cette thématique et on va vraiment apporter beaucoup plus de réponses sur ce sujet-là dans les semaines et mois à venir. Alors, si je peux compléter également la notion d'économie circulaire, si on entend par là le réemploi, c'est un sujet de la RE 2020. Et notamment dans le cadre de ce réemploi, on va intervenir ça a un rôle dans le calcul du carbone, le poids carbone. Aujourd'hui, il y a encore des incertitudes ou des flous entre ce que vont être le réemploi et la réutilisation. C'est un petit peu différent. Le réemploi, c'est que vous réutilisez pour le même usage initial. La réutilisation, vous réutilisez mais en changement d'usage. Et du coup, le calcul du poids carbone est différent. Quand vous êtes en réemploi, c'est 0. Donc c'est plutôt valorisant et performant. Par contre, quand vous êtes en réutilisation, là c'est différent. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Vous avez une question sur la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Sur la responsabilité de réemployer un matériau, il y a des vraies questions. Une paroi coupe-feu, une porte coupe-feu que l'on dépose et que l'on réemploie pour le même usage, on est donc dans du réemploi, elle perd potentiellement sa compétence, en tout cas d'un point de vue administratif. Physiquement, peut-être pas, mais d'un point de vue administratif, elle ne l'est plus. Ça pose des questions, du coup, puisque qui va prendre la responsabilité, là, pour le coup, de dire « Ok, si, cette porte est toujours coupe-feu ». S'il faut faire un essai, ce serait dommage de la brûler, parce que elle était bien coupe-feu. Ça ne marchera pas bien. Donc il y a une notion, là, pour le coup, encore de responsabilité, de flou pour déployer le réemploi et cette économie circulaire. Après, vous avez la métropole de Lyon, aujourd'hui, qui est en train de pousser très fort sur ces sujets-là, qui vient de créer une plateforme qui réunit les différents intervenants du métier de la construction, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises, pour travailler sur le biosourcé et le réemploi. Quand certains pouvoirs politiques s'emparent de ces sujets, ça a le gros avantage de faire avancer à grande vitesse, et ça, on ne peut que tous s'en féliciter. Alors là, vous avez cité... Juste pour revenir justement sur ce volet responsabilité de l'ingénierie, c'est la raison pour laquelle Schneider Electric a développé ce label Circular Certified, pour justement éviter d'avoir cette problématique de responsabilité, de question sur la responsabilité du produit, du coup, qui est engageante vis-à-vis de l'installateur et qui peut être engageante vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on a développé ce label, pour garantir notre matériel sur le chantier. Et je pense qu'un bon nombre d'acteurs de la constructeur, on va dire, va prendre ce virage pour effectivement pallier à cette problématique de responsabilité qu'a évoqué Jean-Lionel. Alors vous avez cité Métropole des Lyons. J'avais une question, comment les collectivités réagissent au texte? Parce que là, il y avait un exemple exemplaire. Comment ça se passe ailleurs? Alors, on ne peut pas faire une généralité, mais globalement, les maîtres d'ouvrage sont dans le flou sur la mise en place de cette réglementation environnementale. Ils attendent beaucoup des maîtres d'œuvre. Ce qui est sûr, par contre, et c'était vrai avant la réglementation environnementale, on l'a vu déjà sur les prémices de cette RE 2020 avec les expérimentations E+, C-, la vraie question, c'est l'ambition. Si un maître d'ouvrage a une ambition, une volonté politique d'être performant, la réglementation environnementale va l'aider, mais il peut aller plus loin.
C'était déjà vrai avant. Par contre, à travers cette réglementation environnementale, on a aussi le décret tertiaire, par exemple, qui est paru, qui interroge aussi beaucoup, et là qui impose des actions. Et les maîtres d'ouvrage publics, j'entends, sont globalement plutôt démunis. Et ils ont besoin d'être accompagnés de syndicats, de maîtres d'œuvre, de sociétés d'économie mixte qui le font également. Enfin, voilà. Donc, il y a un accompagnement de ces maîtres d'ouvrage qui est nécessaire pour qu'ils puissent avancer dans le cadre de cette réglementation, de ce décret tertiaire, etc. Très clair. D'ailleurs, d'évoquer le décret tertiaire, je pense que c'est très intéressant, c'est qu'effectivement la RE 2020 elle a été réalisée pour les projets neufs, qui correspond aujourd'hui à peu près à 1% de la construction sur le marché français. Mais effectivement, il y a les 99 autres pourcents de bâtiments existants qui là effectivement imposent d'avoir effectivement un changement aussi pour travailler cette problématique de carbone et globalement d'émissions d'effet de serre. Et effectivement, le décret tertiaire est un énorme enjeu et va dynamiser ce marché du bâtiment. Et à mon avis, les ingénieries vont avoir effectivement à retravailler leur modèle pour justement répondre à cet enjeu de masse qui est le décret tertiaire. C'est vrai que la réhabilitation, pour le moment, est le parent pauvre, pour ne pas dire oublié, de la réglementation environnementale 2020, puisqu'aujourd'hui, d'un point de vue performantiel, on est toujours sur des équivalents qui doivent être RT 2005. C'est-à-dire que même dans la RT 2012, on était sur la rénovation thermique de l'existant, la RT existant, qui était de la performance RT 2005. Donc le décret tertiaire a cette ambition, au moins pour les sujets tertiaires, et ça fait quand même un petit paquet de destinations, puisqu'on va toucher aussi bien le public que le privé. 900 000 m², je crois, de mémoire. Voilà. Donc ça fait un petit paquet. Il y a au moins cette ambition d'agir. Et c'est un complément, un lien direct avec la réglementation 2020, la RE 2020. Tout à construire ensemble. Ça pourrait être une très belle conclusion, tout à fait. Avant d'aller dans la conclusion, j'ai la dernière question à vous poser à vous deux, je pense, puisqu'il y aura deux niveaux de réponse. Est-ce que vos clients vous challengent pour aller encore plus loin dans cette expertise, dans cet accompagnement environnemental? Oui. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est certains, pas tous, certains ont l'ambition d'aller plus loin. On l'a vu avec les programmes E+, C-. Vous avez alors E+, C-, c'est énergie et carbone. Plus performant énergétiquement et moins consommateur de carbone, E+, C-. Et vous aviez des maîtres d'ouvrage qui s'engageaient dans des performances, on va dire, classiques, d'autres qui allaient sur le E3C1, qui est assez facile à atteindre avec les moyens actuels, et puis vous en avez quelques-uns qui vont jusqu'à l'E4C2. Il y a très peu de projets aujourd'hui qui sont E4C2, il y en a, mais pas beaucoup. E4C2, E4C2, ça veut dire pour faire court, mais ça veut dire très performant d'un point de vue énergétique et très performant d'un point de vue de la consommation. Et donc plus vous allez aller sur les E+, C- performants, plus ça dénote d'une ambition. Donc oui, bien sûr, chez Synapse, on a des projets qui répondent à ces degrés de performance. Bien souvent, on a cette indication, lorsqu'on est en marché public par exemple, dès le programme. Le programme, la manière dont le programmiste a élaboré le projet, enfin il décrit le projet à venir, on a ces indications. Et c'est le maître d'ouvrage qui souvent est l'instigateur de cette ambition. Très bien. Donc si dès le début, il y a un esprit qui va dans le sens de la RE 2020 ou bien au-delà de ça. La difficulté que l'on peut rencontrer, c'est pour le coup l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a une ambition au début, et puis face à des budgets qui sont des difficultés budgétaires que l'on peut expliquer notamment aujourd'hui, et ben, on est obligé de revenir un peu en arrière.
Et aujourd'hui, je pense que là, il y a du travail aussi à faire pour réussir à être très performant dans des budgets peut-être un peu plus contraints. Et c'est la mise en place de filières, c'est la démocratisation de matériaux, de la démocratisation de conception et d'installation, par exemple, qui pourrait amener à cette performance. Alors donc, pour compléter aussi la réponse, alors nous au niveau des ingénieurs, on a vu aussi des comportements changer, donc notamment sur la réflexion budgétaire qui était plus mise en avant, on va dire, avant l'effet notamment Covid. Je pense que l'effet Covid a eu une prise de conscience importante sur justement ces enjeux-là. La réglementation, le décret tertiaire et la RE 2020 influent bien évidemment avec le volet réglementaire, mais clairement on a vraiment eu un niveau de dialogue complètement différent là, depuis ces quelques mois, avec des questionnements des ingénieries pour aller effectivement encore plus loin, pour travailler des solutions, pour que nous on les accompagne justement dans ces démarches-là. Et clairement, pour répondre à cette question, il y a clairement un changement de rythme. Et effectivement, le volet réglementaire va permettre d'appuyer justement ce changement. Mais clairement, il y a une prise de conscience importante sur l'ensemble des acteurs. Très bien. Je n'ai plus de questions. Avant de clôturer la session, avez-vous un dernier mot à dire? D'abord, merci pour cette invitation. En conclusion, la RE 2020, à mon sens, pourrait se résumer à 4 mots que sont l'opportunité, d'abord, l'ambition, la performance et le travailler ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Loïc, voulez-vous ajouter quelque chose? Alors oui, parce que la RE 2020, elle montre vraiment un changement de nos politiques sur le secteur de la construction en construisant de manière plus vertueuse. Et je pense qu'on peut dire qu'on peut être fier d'être français, puisqu'on a des textes également qui touchent le décret tertiaire, qui touche le parc existant. Et clairement, on va avoir un changement profond de la manière de construire, et ça va aider également les ingénieries à mettre tout leur savoir-faire dans les projets. Et puis également, la France, c'est une terre d'innovation, et ça permet notamment à des entreprises pionnières comme Schneider Electric de montrer leur savoir-faire et d'aller vers des bâtiments beaucoup plus vertueux. Et j'aime bien le terme de Jean Lionel qui explique que la RE 2020, c'est vraiment une opportunité et pas une contrainte. Voilà, donc en tout cas, Schneider Electric sera prêt à vous accompagner sur l'ensemble des projets et montrer son savoir-faire. Merci beaucoup Loïc. Nous avons pu voir avec nos 2 invités le double intérêt de cette réglementation, à savoir la baisse des émissions carbone du secteur au service de l'environnement et l'opportunité pour la filière construction de se réinventer et d'innover pour des bâtiments plus vertueux. Merci, monsieur, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cette session peut être visionnée en replay. Merci à tout le monde pour votre participation.